Que faisons-nous? Moi, j'ai deux choses à vous proposer. Soit on réacte au braquage le plus intelligent de la Suisse, donc 30 millions qui ont été volés sans violence. Donc c'est Lord SV qui l'a publié il y a quelques heures. On peut réact, hein, comme tous les vendredis, on réacte à Lord SV. Soit on fait une petite réact ou pas du tout de réact et on part sur un jeu vidéo. D'un côté, je t'avoue que l'histoire là du braquage, ça me tente. C'est 18 minutes de vidéo. Découvrons du coup le braquage. Donc la vidéo c'est celle-là, attendez. Le braquage le plus intelligent de Suisse, 30 millions volés sans violence. Allez, on va réacter à ça. Vendredi 25 mai 1990. Il est 8h du matin à Genève. La ville est propre, ordonnée, elle est suisse, tout va bien. Les banques ouvrent et les cadres pressés traversent les rues pavées. Les cafés servent les premiers kawa et les premiers espressos. Rien d'inhabituel. Et c'est dans cette ambiance impeccable que va se dérouler l'impensable. Au passage des Lions, en plein centre-ville, se trouve une agence UBS. Une vraie agence genevoise. Façade propre, intérieur feutré. Ici, on parle doucement. On gère des fortunes. On manipule des millions. Et si on tousse, c'est des billets qui sortent. À 8h12 précise, un employé arrive. Costume impeccable. Mallette à la main et il a l'air normal. Il dit bonjour, il sourit, il ouvre les portes. Mais à l'intérieur, il est en train de s'effondrer. Parce que quelques heures plus tôt, sa vie venait de basculer. Des hommes ont débarqué chez lui et ont pris sa femme et ses enfants en otage. Sale matinée, salaud, hein? Pas une scène de film avec des cris et des sirènes de police, au contraire. Une opération froide et organisée. Ils lui ont expliqué la règle du jeu. Tu fais exactement ce qu'on te dit et tout le monde rentre vivant. Et nous, on rentre avec plein de thunes. Il a compris immédiatement qu'il ne s'agissait Une pas opération de menace en l'air. spéciale. Ce matin-là, cet homme n'est plus un employé de banque comme les autres. Il est la clé d'un coffre à 30 millions infiltré dans sa propre entreprise. Et il va Wesh, la dinx. Wesh. Putain. participer malgré lui à l'un des plus grands braquages de banque suisse de l'histoire. Michel Ferrari est né en 1950 de parents italiens. Il grandit à Annemasse avant de mener une vie professionnelle très variée. Vitrier, livreur chez un boucher, dessinateur technique, puis entraîneur sportif pour son fils, alors champion junior de tennis, qui affronte parfois un jeune Roger Federer. Installé en Suisse après son mariage en 1974, il entre indirectement dans le monde bancaire grâce à son épouse employée à l'UBS. Il devient alors porteur de mallettes, transportant pour de riches clients, notamment après l'arrivée au pouvoir de François. En fait, il faut viser des gars à la mallette. C'est ça le secret. Non, qu'est-ce que je raconte? Mitterrand en France, d'importantes sommes d'argent liquide, parfois dissimulées dans de simples sacs de course COP. Il affirme avoir manipulé des fortunes considérables, y compris de l'or, sans jamais rien détourner. Ses activités lui permettant toutefois de mener un train de vie très confortable. Selon ses propres mots, Michel Ferrari dira que ce n'est pas le besoin d'argent qui l'a poussé à faire ça, mais plutôt l'attrait d'un grand coup facile dont on lui parlait souvent dans son entourage bancaire. Mais Michel Ferrari, c'est pas vraiment le bandit caricatural avec un accent italien de fou furieux et un cigare. C'est pas un braqueur impulsif. Ma che, on va braquer au PS. On aurait besoin de 8 kilos de parmesano. Si, di parmigiano. Si, c'est pour la carbonara, parce qu'on est beaucoup. Du coup, il faut nourrir la famille après le braquage et tout. C'est complicato. C'est complicato. C'est un stratège, un organisateur, un homme qui réfléchit longtemps avant d'agir. Il connaît le monde bancaire, il connaît la sécurité, il sait comment les systèmes sont conçus et surtout, il sait que les banques ont une faiblesse structurelle. Elles sont sécurisées contre la violence mais pas contre la manipulation. Ferrari comprend une chose essentielle. Attaquer une banque frontalement en Suisse, c'est du suicide. Trop de caméras, trop d'alarmes, trop de protocoles. Mais Ok. On annule tout, il y a trop de protocoles. On annule tout, on annule. Je répète, on annule. Arrêtez d'envoyer des snaps par contre, ça devient chiant là. si quelqu'un ouvre la porte de l'intérieur, si quelqu'un avec les autorisations légales désactive lui-même les sécurités, là, tout change. Pour faire ce coup, Ferrari n'est pas seul. Il sait qu'un plan comme celui-ci demande des compétences multiples. Logistique, surveillance, gestion de la pression, fuite internationale. Il commence donc à recruter et ne recrute pas n'importe qui. C'est qui? Il va recruter qui? On veut le savoir.
Pour monter son équipe de bras cassés, Ferrari s'appuie sur des contacts corses liés au milieu criminel, connu sous le nom de la Brise de Mer. C'est mignon. Mais eux, ils sont pas très mignons. La Brise de Mer est un groupe criminel corse né à la fin des années 70 à Bastia, sur l'île de Corse. Son nom vient d'un bar du Vieux-Port où ses fondateurs avaient leurs habitudes. À l'origine, il s'agit d'une bande de jeunes issus du banditisme local qui s'organise après plusieurs coups spectaculaires, notamment des braquages et une célèbre évasion de prison, pour structurer ses activités et contrôler une partie du milieu criminel corse. Rapidement, le groupe développe un réseau très influent mêlant vol à main armée, blanchiment d'argent, cercle de jeu et placement financier, y compris sur le continent et à l'étranger. Une belle bande de chic types. La Brise de Mer devient ainsi l'une des organisations criminelles les plus puissantes Ils auraient dû s'appeler la Brise de Merde. Je pense que ça aurait fait fureur à l'époque. et discrète du grand banditisme français. Réputé pour son sens de l'organisation, ses rivalités internes violentes et sa capacité à infiltrer l'économie légale. Malgré les arrestations et les règlements de compte qui ont marqué son histoire, son influence a durablement façonné le paysage du crime organisé. Putain, j'allais dire, je reconnais ce type d'écriture, c'est Canal+. Bah ouais, c'est... Il y a leur logo en haut à gauche, Kevin. T'es con. Mais ouais, putain. En France. Elle est réputée pour des braquages sophistiqués et des réseaux solides en Europe. Ces hommes ne sont pas des amateurs. Ils ont déjà participé à des coups d'envergure. Ils savent observer, attendre, se taire. Dans l'équipe, chacun a son rôle. Il y a celui qui surveille les déplacements de l'employé de banque ciblé, celui qui s'occupe des véhicules, celui qui gère les planques, celui qui coordonne les communications. C'est pas une bande de potes qui improvise. Je suis désolé, Lord Kevin SV, c'est pas... Tu me fais pas dormir, moi je suis un peu fatigué. Un casse, c'est une organisation. Et surtout, ils ont une relation claire entre eux. Ferrari orchestre et les Corses exécutent. Pas de débat inutile et pas d'ego mal placé. Parce que dans ce genre d'opération, la moindre erreur peut coûter par exemple 30 millions ou la liberté. Il passe alors des mois à observer l'agence UBS du passage des Lions à Genève. Les horaires d'ouverture, les rotations du personnel, les habitudes du directeur, les moments où les coffres sont accessibles. Ils étudient les routines comme des scientifiques, parce qu'un braquage réussi, c'est avant tout de la patience. Très vite, Ferrari comprend que le point d'entrée n'est pas le bâtiment, c'est l'humain. Il identifie un employé clé, celui qui se fera bolosser par les Corses, quelqu'un qui a accès aux coffres importants, pas juste aux comptes clients ou aux petites réserves de liquidité. Il analyse sa vie, ses trajets domicile-travail, ses habitudes, sa famille, ses horaires. C'est illégal, oui, totalement. Il cherche quelqu'un de responsable dans la banque, quelqu'un qui aime sa famille, quelqu'un qui ferait tout pour la protéger. Des plans très ingénieux et tout ça. Parce que c'est ça la technique qu'ils ont utilisée, le Tiger Kidnapping, qui fait référence au tigre qui surveille sa proie. Tu ne braques pas directement la banque, tu braques la vie privée de l'employé, pour ensuite braquer la banque. Le Tiger Kidnapping est simple en théorie, mais terrifiant dans la pratique. Le matin du braquage, Prenez note pour le Tiger Kidnapping, s'il vous plaît. On prend note pour le Tiger Kidnapping. Merci. Non, c'est pour un projet scolaire. des membres de l'équipe interceptent la famille du banquier. Ils les retiennent. Ils leur expliquent les règles, pas de violence inutile, pas de panique. Juste un message clair. On surveille tout. Si tu parles, si tu dévies du plan, il y aura des conséquences. Pour ceux qui suivent pas, ça veut dire qu'ils vont buter sa famille. L'employé devient alors une marionnette, mais une marionnette avec accès au coffre. Et ça, c'est pratique pour une marionnette d'avoir accès au coffre. Ça Ouais, vaut beaucoup bah, tu plus m'étonnes. que n'importe quelle arme. Les jours précédant le 25 mai, donc le jour du casse, sont les plus tendus. Ferrari et son équipe finalisent chaque détail, les véhicules sont prêts, les itinéraires sont testés, les points de rendez-vous sont définis, les rôles sont répétés. Ils savent que le timing est crucial. Trop tôt, tous les systèmes ne sont pas encore opérationnels, et trop tard, il y aurait trop de personnel dans la banque. Il y a eu une répétition quelques jours avant dans la banque. Ils étaient tous présents et testaient les codes, les caméras et les alarmes. Ils auraient pu faire le casse à ce moment-là, mais il n'y avait que 15 millions dans les coffres, donc ils ont remis ça quelques jours plus tard. Et ils ont bien fait parce qu'au final, ils sont partis. Il y avait que 15 millions. Frérot, je vends un coffre avec 15 millions. Je me pose pas la question. J'appelle mon meilleur pote, je lui dis tu veux la moitié?
sorti avec 30 millions. Ça me fait marrer parce que c'est vraiment une troupe de cirque qui répète son numéro, quoi. Ils choisissent le matin, le moment où l'agence ouvre ses portes, où l'activité est encore limitée dans la banque comme dans la rue. L'employé reçoit les instructions précises, combien d'argent prendre, dans quel ordre, comment éviter de déclencher une suspicion immédiate, comment se comporter, le plan est chirurgical. Pendant ce temps, la pression psychologique sur l'employé est maximale. Il doit continuer à vivre normalement, aller au travail, parler à ses collègues, faire semblant que tout va bien alors que rien ne va bien. Imagine, t'es tranquille à ton bureau, tu parles météo avec un collègue que tu détestes et tu sais que pendant ce temps ta famille est bloquée chez toi avec un flingue sur la tempe, séquestrée par une bande de Corses qui ne sont pas venus là pour rigoler. Et c'est justement cette pression qui rend le Tiger Kidnapping si efficace. Le 24 mai au soir, tout est en place. Et le 25 mai au matin, il n'y a plus qu'à exécuter le plan. Personne dans Genève ne se doute que le lendemain, la ville va découvrir qu'elle vient de perdre 30 millions de francs et que ce braquage ne ressemblera à aucun autre. Ouais, désolé, j'étais bien. Allez, le jour J. 25 mai 1990, UBS de Genève, passage des Lions. Il est environ 8h30 du matin, l'employé est déjà à son poste. De l'extérieur, rien ne paraît suspect. Les premiers collègues arrivent, les clients ne sont pas encore nombreux, c'est un matin normal. Mais dans la tête de ce pauvre employé de l'UBS bolossé par les Corses, rien n'est normal du tout. Il sait exactement ce qu'il doit faire. Il sait qu'on l'observe. Il sait que sa famille est prise en otage par les Corses et dépendent de chacun de ses gestes. Il se lève de son bureau et se dirige vers la zone sécurisée. Les coffres, là où se trouvent les réserves de cash. C'est pas un coffre unique comme dans les films, c'est une zone compartimentée avec plusieurs niveaux de sécurité. Clés physiques, code, protocole. Et lui, il a les autorisations. Il passe tous les systèmes et ouvre ce qu'il faut ouvrir. À l'intérieur, des piles de billets. Des francs suisses, mais aussi des devises étrangères. Et il semblerait qu'il y avait aussi des métaux et objets précieux. Des liasses compactes, propres, alignées. Il commence à prélever les montants prévus dans les coffres prévus, repérés à l'avance. Pas tout, pas n'importe comment. Juste ce qui a été décidé. L'objectif, c'est d'éviter d'enclencher une alarme trop tôt. Les braqueurs ne veulent pas de confrontation, ils veulent du temps. Et pendant ce temps, à l'extérieur, les membres de l'équipe attendent. Calme. Discret. Dans un véhicule normal. Ils savent que le moment le plus dangereux, ce n'est pas l'entrée, mais la sortie. L'employé prépare les sacs, des sacs banals. Pas de sacs avec un symbole de dollar dessiné dessus comme dans les dessins animés. À ce moment précis, environ 30 millions de francs suisses passent du statut de réserve bancaire au statut de butin. 30 millions, pour se faire une idée, avec des billets de 100, ça ferait 300 000 billets de 100 posés devant toi. Sacré paquet de tunas. Et toute cette thune va disparaître sans un coup de feu, sans cri, sans alarme. Une fois l'argent prêt, il faut le sortir. Et c'est la phase la plus risquée. Parce que c'est là que tout peut s'effondrer. Un collègue qui pose une question, une caméra mal placée, un doute. Mais rien ne se passe. Parce que tout semble normal. Les sacs sont transportés, sortis, chargés dans un véhicule. Pas une camionnette suspecte avec des types cagoulés dedans. Non, un véhicule banal qui se fond dans la circulation genevoise. À Genève, des voitures passent toutes les secondes. Une de plus, une de moins, personne remarque. Et c'est ça le génie du plan, ils ne forcent rien, ils utilisent le système lui-même. En quelques minutes, les braqueurs quittent les lieux avec l'équivalent de plusieurs vies de salaire. Et la banque continue sa journée sans savoir qu'elle vient d'être vidée. Au début, personne ne remarque immédiatement, parce que les banques ne comptent pas physiquement chaque billet en permanence. Il y a des vérifications, des contrôles, mais ils prennent du temps. Puis, progressivement, après les contrôles de routine, quelque chose ne colle pas. Les chiffres ne correspondent pas. Des montants sont absents. Et des incohérences apparaissent. Et là, la réalité frappe. 30 millions ont disparu. C'est un choc parce qu'en Suisse, ce genre de braquage n'arrive pas, ou en tout cas pas comme ça. Pas aussi silencieusement, pas aussi proprement. La police est alors immédiatement alertée et une enquête d'ampleur commence. Pendant ce temps, les braqueurs ont déjà quitté Genève. Ils suivent un plan précis, les véhicules changent, les itinéraires aussi. L'objectif est simple. Rendre toute traçabilité impossible.
l'argent est divisé, c'est une règle de base dans ce genre d'opération. Tu ne gardes pas tout au même endroit. Comme ça, si vous vous faites choper, il n'y a pas tout qui disparaît en même temps. Il faut fragmenter le pactole. Une partie en France, une autre en Italie et le reste ailleurs en Europe. Chaque membre reçoit sa part, sauf l'un d'entre eux. Pendant ce temps, Michel Ferrari, lui, reste prudent. Il sait que les premières semaines sont les plus dangereuses, parce que la police travaille vite. Mais Ferrari a un avantage. Il a planifié. Et surtout, il a utilisé une méthode qui laisse peu de traces. Pas de violence directe, pas de confrontation. Juste de la manipulation et 30 millions qui disparaissent. Et justement, Il est bon, ils hein. disparaissent aussi pour Michel Ferrari. Ah, bah il est peut-être pas si bon. La police genevoise comprend rapidement qu'il ne s'agit pas d'un braquage classique. C'est trop propre, trop précis. Ils découvrent rapidement la technique utilisée, le Tiger Kidnapping, et ils interrogent l'employé bolossé par les Corses. Ils reconstituent la chronologie, ils comprennent le mécanisme, mais comprendre ne veut pas dire arrêter, parce que les braqueurs ont déjà disparu avec l'argent. L'enquête devient internationale. France, Corse, Suisse, réseau criminel connu. Les enquêteurs remontent progressivement des pistes. Des noms apparaissent, dont celui de Michel Ferrari, qui ne touchera jamais un centime des 30 millions disparus. Il ira voir ses anciens collègues avec son flingue en main, mais il dira que c'était devenu trop dangereux de réclamer sa part. Le braqueur s'est fait braquer par les braqueurs. Et en plus, il a été balancé à la police par une connaissance pour toucher la prime qu'offrait l'UBS pour identifier les malfaiteurs. J'aurais fait pareil. Pour la prime, certaines sources parlent de 50 000 balles et d'autres 2 millions, donc je sais pas. Mais les preuves sont difficiles à établir parce que Ferrari n'était pas physiquement présent au moment critique. Et dans le monde judiciaire, la différence entre soupçon et preuve est énorme. Finalement, grâce à des mois d'enquête, plusieurs suspects sont identifiés et arrêtés. Des membres de l'équipe, des complices, le réseau commence à apparaître. Et Michel Ferrari est arrêté. Le procès devient un événement majeur. Parce que c'est pas juste un braquage, c'est LE braquage. Les détails émergent. La planification, le Tiger Kidnapping, l'organisation, tout est analysé. La justice doit déterminer les responsabilités, qui a organisé, qui a exécuté, qui a profité. Les condamnations commencent à tomber. Certains membres écopent de peine de prison et d'autres rien du tout, faute de preuves. Mais une question reste, l'argent. Il est où? Parce que si certains hommes sont arrêtés, l'argent, lui, ne sera jamais totalement retrouvé. Le temps passe et l'argent ne sera jamais entièrement retrouvé. Il a sûrement été investi, dépensé, caché. Après avoir purgé sa peine d'environ 7 ans et demi de prison pour son rôle dans le fameux casse du siècle de l'UBS à Genève, un braquage record dont il n'a jamais vu sa part du butin car ses complices corses l'ont escroqué, Michel Ferrari tentera de reconstruire sa vie loin du grand banditisme. Une fois libéré, il a d'abord cherché du travail dans la vie normale, en livrant du béton pendant sa semi-liberté, puis en devenant directeur d'une discothèque, le Power, avant qu'un violent incendie ne détruise le lieu. Ensuite, il reprend la gérance d'un autre club, le Rendezvous, qui a fini par fermer en 1998. Le Au fil des Rendezvous. années, le monde extérieur et notamment les gens qu'il croise le reconnaissent. Mais les gens ne l'interpellent pas pour parler du casse, justement. Michel Ferrari dira: la plupart trouvaient ça sympa. Je crois que j'ai quand même fait ce que des centaines de personnes ont toujours voulu faire. Avec sa femme, qui a ensuite été très rapidement virée de la banque, ils ont ensuite ouvert 2 vidéoclubs. Mais la concurrence d'Internet a rapidement fait dégringoler ces commerces qui ont dû fermer. Il a alors encore diversifié ses activités en se lançant dans des salons d'onglerie. Ah, t'aurais dû ouvrir Netflix. Pourquoi pas? À une époque où c'était la mode, dira-t-il. Il en ouvrira jusqu'à 7 avant que le nombre ne retombe à 2. J'imagine que c'est plus la mode. Plus Ouais. récemment, Ferrari a misé sur l'écriture de son livre, rédigé avec l'aide de journalistes, pour raconter sa version des faits plus que pour faire fortune. Mais il espère une éventuelle adaptation cinématographique pour pouvoir toucher des royalties, pour pouvoir renflouer son compte Raiffeisen qu'il dit lui-même ne pas utiliser beaucoup. Lord, tu sais ce qu'on va faire? On va se mettre ensemble avec toute la YouTube monnaie et on va racheter les droits de son livre et on va en faire un putain de film. Qu'est-ce que t'en dis?
Je ne l'utilise pas souvent, je fais pas trop confiance aux banques, vous savez. Petit merdeux insolent! Ce braquage marque un tournant, parce qu'il expose une vérité dérangeante. Même en Suisse, même dans l'un des systèmes bancaires les plus sécurisés au monde, le facteur humain reste la plus grande faille. Les banques renforcent alors leurs protocoles, de nouvelles procédures et de nouvelles sécurités. Le Tiger Kidnapping devient une menace reconnue et Michel Ferrari entre dans l'histoire criminelle suisse. Pas comme braqueur violent, mais comme l'homme qui a réussi à voler 30 millions sans un coup de feu, sans violence. Encore aujourd'hui, une grande partie de cet argent n'a jamais été retrouvée. Il existe probablement encore, quelque part, transformé, blanchi, dépensé, investi ou caché. Et ce matin du 25 mai 1990 restera à jamais le jour où Genève a appris qu'un braquage parfait n'existe peut-être pas, mais que certaines personnes peuvent s'en approcher. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Excellent. N'oublie pas de t'abonner, de commenter, de liker, de partager, etc. On n'oublie C'est pas. très important et ça fait très plaisir. Et on va même mettre un petit commentaire. Voilà. J'attends qu'ils me répondent. Parfait, hein, cette petite réact. Très très belle. On a appris plein de choses sur la Suisse.